Bonjour à tous, avant de passer à mon bilan du mois de lecture du mois de février, j'ai quelques petites informations à vous transmettre concernant le planning des vidéos à venir. Cette semaine, vous aurez encore 2 vidéos comme la semaine dernière, celle que je poste aujourd'hui et celle qui arrive le 2 mars pour le projet Feminibooks. La semaine dernière, je vous avais dit que je participais au défi sablier, j'ai vlogué toute cette semaine, sauf que le dernier jour, mon téléphone a rendu l'âme et donc je n'ai plus les fichiers du dernier jour. Donc c'est à vous de choisir en commentaire si ça vous intéresse tout de même d'avoir le vlog avec un jour manquant ou si le vlog ne vous intéresse pas du tout et dans ce cas là je ne vous le posterai pas. Ensuite je suppose que vous vous demandez pourquoi mon bilan lecture arrive aussi tôt puisqu'on est vraiment tout juste à la fin du mois de février. C'est parce que j'ai des échéances au niveau de mes services presse et que je veux bien sûr les honorer. On commence tout de suite ce bilan lecture avec Imajica de Clive Barker que j'ai reçu grâce à mon partenariat avec les éditions Brajlon. Il m'est très complexe de vous parler de ce livre, c'est pour ça que j'ai fait un article sur le blog. L'article sera en barre d'infos parce que c'était plus simple peut-être de m'exprimer à l'écrit qu'à l'oral parce que ce livre est très complexe. C'est la première fois que je lisais un livre dans ce genre. Clive Barker réinvente toute une fantaisie en fait, ce n'est pas de la fantaisie comme on a l'habitude d'en lire, donc ça m'a totalement sorti de ma zone de confort pour ce livre. Clive Barker a une écriture très baroque. Ça foisonne de partout, c'est un univers tellement complet, le livre fait plus de 1000 pages et vous savez quand on a un livre de plus de 1000 pages, soit on adhère totalement à l'univers et on entre très facilement dans ces 1000 pages, soit on est plus frileux et on a du mal, et ça a été mon cas. Le livre commence avec un homme qui veut tuer sa femme qui va le quitter. Ça commence comme ça et ensuite les personnages vont découvrir qu'il existe plusieurs dimensions dans notre planète. C'est un livre vraiment très intéressant, on sent que l'auteur a pensé son sujet, on sent qu'il maîtrise tout de A à Z, c'est très impressionnant au niveau de l'écriture. Moi ce n'est pas une écriture par contre à laquelle j'ai été sensible, je reconnais qu'elle est très belle, qu'elle est très bien travaillée, mais personnellement ça l'a pas fait avec moi. En plus les personnages sont âgés d'une quarantaine, cinquantaine d'années pour la plupart, j'ai eu du mal à accepter d'être leur compagne durant leurs aventures et c'est un peu un univers fermé vraiment, l'univers de Clive Barker, c'est vraiment on a le 4e mur comme au théâtre. Et du coup, parfois je me sentais un petit peu en position de voyeuriste en regardant les personnages évoluer et je pense que c'est tout à fait voulu par l'auteur, mais avec moi personnellement ça l'a pas fait. Je pense que c'est trop éloigné de ce que j'ai l'habitude de lire, mais justement si vous voulez sortir de votre zone de confort au niveau de la fantasy, si vous voulez découvrir une fantasy qui n'en est pas une, mais foncez sur Imajica parce que vraiment c'est complexe. En plus on a la préface de l'auteur dans cette intégrale et ce qui est très intéressant, personnellement je lis toujours les préfaces ou les postfaces des auteurs pour connaître leur parti pris au niveau de leurs œuvres, et Clive Barker explique tout à fait son parti pris dans cet univers sans rien spoiler du tout, mais grâce à la lecture de cette préface j'ai compris où ils voulaient en venir. Mais je pense ne pas retenter l'expérience de Clive Barker par la suite puisque je n'ai pas adhéré à son écriture et que son univers était beaucoup trop complexe pour moi. Ensuite, autre service presse, Les Papillons Géomètres de Christine Luce, paru aux Moutons Électriques en février. Dans ce livre nous allons suivre une jeune femme qui est médium et qui part à la recherche d'un de ses clients qui a disparu à la suite d'un rendez-vous manqué avec sa défunte épouse. Elle va être accompagnée durant cette aventure par un esprit et par également sa servante. Que dire sur Les Papillons Géomètres, que je n'attendais beaucoup au vu du résumé et au vu de nombreux avis qui ont fleuri sur la toile ce mois dernier à propos des papillons géomètres. Pourtant je reste assez perplexe face à ma lecture. L'écriture de Christine Luce, je n'ai rien à redire dessus, c'est une écriture magnifique, mais parfois justement j'avais plus l'impression d'être dans de la poésie que dans un roman et du coup je n'étais pas du tout immergée dans l'intrigue. À nouveau comme dans Imajica en fait, les personnages faisaient leur vie sur le papier et moi j'observais et je n'étais pas dans une lecture active, dans une lecture impliquée et ça m'a un petit peu dérangée. L'univers des médiums dans le Londres du 19e c'est très intéressant avec cet esprit, la relation qui se tisse entre les deux. Pourtant il y a quelque chose qui fait que je suis restée assez distante par rapport au texte. L'univers est très intéressant et l'écriture est également très belle, mais je ne sais pas pourquoi les deux ensemble avec moi ça ne l'a pas fait. Pour moi donc Les Papillons Géomètres ne sont pas un coup de cœur comme pour la plupart des avis que j'ai vu fleurir partout. Ses points forts sont une très belle écriture et son point faible est peut-être aussi justement cette écriture. J'ai vraiment lu ce livre peut-être comme on regarde un film plutôt que comme j'ai l'habitude de lire mes livres en étant impliquée. J'ai également lu ce mois-ci Le Roi des Rêves, Louis II de Bavière de Isolde de Sainte-Pierre. Ce livre je vous l'avais présenté lorsque j'ai fait mon voyage cet été au Neuschwanstein et à Ocean Van Gogh qui sont les deux châteaux de Louis II. Il y en a d'autres mais les deux là sont au même endroit. J'adore
plus que tout Louis II. Louis II est devenu mon personnage historique favori, déjà par sa date de naissance qui est la même que la mienne, hein, je le rappelle au cas où vous ne le saviez pas. C'est un personnage historique extrêmement touchant. Je ne sais pas si vous avez vu le secret d'histoire qui est consacré à Louis II, je vous incite vraiment à aller le voir. Moi, ça a complété la lecture de cette œuvre qui m'a présenté ce personnage, ses failles, ses défauts, ses rêves, ses ambitions, son amitié transcendantale pour Wagner qu'il admire, sa folie architecturale de construire des châteaux où se mêlent les légendes de la terre bavaroise, de la terre allemande. Ces châteaux sont vraiment d'une beauté sans pareil, c'est Disneyland en vrai ces châteaux. Et on a tout le récit de la vie de ce personnage qui n'était pas fait pour être roi, qui était fait pour rêver, qui n'était pas fait pour faire de la politique. Ce genre de personnages, c'est des personnages qui me touchent tout particulièrement, comme Marie-Antoinette par exemple. Si vous voulez connaître ce personnage, je vous invite à lire Louis II, le roi des rêves d'Isor de Sainte-Pierre. Ça vous présentera ce personnage si attachant qu'est le dernier roi de Bavière. Comme le mois de février est le mois de la Saint-Valentin, j'ai eu envie de lire un petit peu de poésie. J'aime beaucoup la poésie, comme vous le savez peut-être. À l'école, c'est le genre le plus maltraité, le plus mal aimé, au-delà du théâtre presque, puisqu'on nous apprend la poésie de manière très mathématique et du coup je pense qu'on n'est pas apte à recevoir les messages de la poésie. Je pense que la poésie, c'est pas forcément quelque chose à étudier. C'est toujours intéressant de savoir les rimes entrelacées, enlacées, les alexandrins. C'est très intéressant. Mais je pense que ça peut être un frein à l'émotion qui peut transparaître dans un poème. J'ai lu le recueil de poésie de Marceline Desbordes-Valmore, qui est une poétesse qui a écrit au temps des romantiques, mais qui n'est absolument pas connue puisque c'était une femme. J'en connaissais déjà quelques-uns, notamment Les Séparés, qui a été repris en chanson par Benjamin Biolay, qui l'avait lui-même repris de Julien Clerc. Je vous mets les liens Google en barre d'infos si jamais vous voulez écouter ces chansons. Je suis très sensible à l'écriture de Marceline Desbordes-Valmore puisque c'est une femme qui écrit et je trouve que son écriture de femme est très touchante dans sa poésie, qu'elle montre tout à fait les dérives d'un siècle très patriarcal pour les femmes, qu'elle montre toutes ses souffrances de femmes, ses souffrances d'amour, ses peines d'amour, ses souffrances de mère qui a perdu sa fille. On a vraiment des poèmes extrêmement touchants. Elle a un lien très étroit avec la nature. Et personnellement, ce n'est pas un livre que j'ai lu d'une traite, c'est un livre que j'ai lu au fur et à mesure du mois. Je pense que c'est la meilleure façon de lire des poèmes, sinon on atteint vite un stade de saturation, mais c'est des poèmes vraiment très très beaux, des poèmes très touchants. Je ne saurais pas vous dire pourquoi moi son écriture me touche plus que ça, mais c'est un peu inexplicable la poésie. Bon, j'aime les romantiques, vous le savez, mais j'aime d'autant plus en poésie Marceline Desbordes-Valmore avec ses poèmes touchants sur la nature, sur l'amour, sur la vie. C'est très bucolique et en même temps mélancolique, ça ressemble au lac de la Martine avec en plus cette pointe de féminité, de subtilité. Si vous voulez découvrir d'autres poètes que ceux dont on nous rabâche les oreilles à l'école, je vous conseille de vous tourner vers ce recueil de poésie. Du coup, pour ce mois de février, comme j'ai voulu faire un mois autour de la poésie, j'ai commencé L'Enfer de Dante. Vous l'avez vu sur mes photos Instagram, j'ai pris une édition bilingue italien-français et ça me prend du temps de le lire parce que j'essaye de lire en italien et aussi en français, même si l'italien du 15e siècle est assez inaccessible, hein, disons-le, mais j'essaye vraiment de profiter de cette œuvre. Pour l'instant c'est un coup de cœur phénoménal. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu de lire Dante dans ma vie. Je savais peut-être qu'elle arrivait à un moment où j'allais avoir besoin de lire ce livre et ce moment est arrivé en ce mois de février et là je suis plongée dans l'enfer de Dante et je suis émerveillée par l'écriture de Dante. J'en reste toute chancelante quand je lis ses vers. C'est assez incroyable je trouve, c'est quand on lit des grands classiques comme ça qu'on se rend compte que les auteurs contemporains n'ont absolument rien inventé et je suis très heureuse de pouvoir lire ce livre et j'en suis tout juste à la moitié il me semble de l'enfer et donc je vous le présenterai dans une vidéo bien spécifique, bien à lui parce que j'ai envie de vous faire une vidéo rien qu'autour de l'enfer de Dante. Ensuite avec Johanna de la chaîne Sans Fioriture, nous avons lu Les Dames à la licorne de René Barjavel. De René Barjavel, j'avais lu La Nuit des Temps cet été qui avait été un énorme coup de cœur qui fait maintenant partie des livres qui ont marqué ma vie et beaucoup d'entre vous m'avaient conseillé de lire L'Enchanteur ou Les Dames à la licorne. On avait envie de se faire une lecture commune autour des Dames à la licorne. C'est ce que nous avons fait et on a un petit peu le même avis. J'ai publié un article sur le site Vampire et Sorcière et je vous le glisse en barre d'infos à propos de ce livre si jamais ça vous intéresse. Je suis très déçue par rapport aux Dames à la licorne de Barjavel parce que les premiers chapitres m'ont complètement conquise et emballée.
puisque dans ses premiers chapitres, il nous présente la légende de la licorne et de ses descendants qui sont devenus de grands personnages historiques et des rois d'Angleterre principalement. Et j'ai beaucoup aimé, ça m'a rappelé les récits médiévaux, les récits de chevalerie avec du merveilleux qui sont mes récits favoris. On s'arrête finalement au 19e siècle autour de 5 filles qui vivent sur une île et qui sont les descendantes de la licorne. Et là je me suis dit bon, on va avoir un récit à la Orgueil et Préjugés ou dans le style des 4 filles du Dr March, qui sont des récits que j'apprécie, surtout les 4 filles du Dr March. Là je vais peut-être en décevoir certains et certaines, mais moi Jane Austen c'est sans plus. Je préfère les adaptations aux livres écrits, ne m'en veuillez pas, mais pour les Dames à la licorne, ça ne l'a pas fait du tout avec moi. Parce que ces personnages, j'ai trouvé qu'on avait des personnages complètement stéréotypés, des personnages archétypaux, et je ne m'y attendais pas du tout. Et en fait, toute cette magie, toute cette poésie, cette fantaisie, ce côté mythologique apporté par les premiers chapitres autour des descendants de la licorne, on le perd complètement une fois qu'on arrive dans ce manoir, et les personnages m'ont vraiment insupporté. Au départ je pensais que j'allais beaucoup aimer Griselda, qui a un esprit très indépendant, très libre, qui change par rapport à son époque. Et en fait c'est le personnage qui devient le plus insupportable de tous. Il y a des personnages féminins comme ça que j'ai envie de baffer dans les livres, ça arrive, notamment avec Cordelia des larmes rouges de Georgia Caldera. Je ne sais pas si vous voyez, mais moi c'est des personnages féminins que j'ai envie de gifler parce qu'elles sont en totale contradiction. Et ça m'énerve d'avoir des personnages stéréotypés comme ça. Et Griselda dans les Dames à la licorne, ah mais c'est le personnage que j'ai le plus eu envie de gifler depuis très longtemps, parce que tout au long du livre, elle nous dit oui, je suis libre, je n'ai pas besoin d'homme, mon cœur n'est pas fait pour l'amour, je suis faite pour l'aventure, pour partir loin sur un navire et vivre ma propre destinée, etc. etc. Ce qui peut être très bien, hein, ça change des héroïnes qu'on a d'habitude qui sont toutes énamourées. Sauf que détrompez-vous, Griselda est toute énamourée, puisque c'est la première, lorsque l'homme dont elle s'est éprise la quitte, qui se morfond comme Bella lorsque Edward la quitte dans le tome 2 de Twilight. Vous voyez, et c'est incompréhensible. Je trouve que malheureusement ça rate totalement et ça enlève toute crédibilité au personnage, et on a des citations que j'ai trouvées assez ridicules. Lorsque Griselda veut expliquer qu'elle n'a pas besoin d'un homme dans sa vie, qu'elle veut être indépendante, je cite de tête parce que ça m'a marqué: la licorne accepte un compagnon, mais n'accepte pas un cavalier. Au secours, il n'y a pas plus cliché que ça je trouve, et c'est le problème de ce livre, c'est que on part de quelque chose de tout à fait original pour arriver à du sur-cliché. Et c'est pour ça qu'avec moi ça l'a pas fait. Je suis désolée si vous aimez les Dames à la licorne de Marc Javel, mais personnellement avec moi ça ne l'a pas fait du tout. Ensuite un autre titre avec licorne dedans, et cette fois-ci c'est Les Mystères de la licorne, écrit par L.A. Brown. C'est les éditions Le Héron d'Argent qui me l'ont envoyé suite à ma demande. C'est un livre très jeunesse qui nous parle d'une jeune fille et de son frère adopté qui est d'origine indienne, qui vont à la recherche d'une licorne dans les bois, puisque la licorne a jeté une malédiction au jeune garçon. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est très jeunesse, hein, c'est très jeunesse. Si la jeunesse au niveau primaire ne vous intéresse pas du tout, ne foncez pas là-dessus, ça vous déplaira je pense, mais je suis persuadée que pour des jeunes lecteurs de primaire, c'est un livre qui peut. Là c'est un livre assez court, qui est écrit assez gros. Le travail éditorial à l'intérieur est magnifique, on a de superbes illustrations au fur et à mesure des chapitres, c'est très intéressant. Ça se déroule en Bretagne et on sent derrière toute la magie des légendes bretonnes qui s'infiltrent dans les lignes du livre, c'est très chouette. Et en plus ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un livre comme ça, qui est un livre vraiment pour la jeunesse, puisque les mots difficiles, les mots compliqués dans ce livre sont en gras. Dans les notes de bas de page en fait vous avez la définition des mots difficiles, et ça m'a fait sourire parce que ça m'a rappelé le temps où je lisais ce genre de livre, et je trouve bien sûr que c'est nécessaire dans les livres jeunesse de ne pas leur servir qu'un vocabulaire simple, un vocabulaire de tous les jours, et qu'il est important aussi de leur offrir du vocabulaire plus évolué, plus sophistiqué, pour qu'ils puissent apprendre et grandir et évoluer, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce livre. D'ailleurs le livre laisse présager une suite des aventures de Sian et de son frère, ce qui peut promettre de belles aventures. Le mystère de la licorne est donc une petite parcelle de l'univers que peut nous présenter l'auteur, et j'avoue que je suis très curieuse de voir ce que l'auteur
l'auteur peut nous présenter d'autres avec ses personnages. Ici la licorne est utile au récit, pas comme dans les Dames à la licorne, et c'était vraiment un très beau moment de lecture qui m'a fait du bien. L'auteur maîtrise bien les légendes, on sent que c'est un auteur qui aime le merveilleux et qui aime le faire partager aux plus jeunes, et c'était vraiment très agréable au niveau de ma lecture. J'ai également lu La Servante écarlate de Margaret Atwood, et celui-ci je vous en parle le 2 mars à propos du Femini Books. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à tout bientôt.